Bonjour et bienvenue dans le Petit Explorer. Je suis Arthur Plantard, ancien diplômé de Rennes School of Business, et dans ce podcast, nous partons à la rencontre de jeunes diplômés bien insérés sur le marché de l'emploi. Ils nous en dévoilent plus sur leur mission au quotidien, sur comment est-ce qu'ils les accomplissent, et ils échangent aussi sur tout ce qui est thématique de recherche d'emploi et comment est-ce qu'ils ont fait en fait pour décrocher leur job, mais aussi comment se démarquer des autres candidats. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser au secteur de la culture. Baptiste, diplômé d'un master en management de projets culturels à l'ESRN, va nous faire voyager entre le monde des médias avec la télé M6 et Lagardère, les jeux vidéo avec Ubisoft et le monde de l'édition avec Hachette. Il va aussi nous permettre de découvrir une nouvelle facette du métier de chef de produit qu'il exerce chez Hachette Livre, la troisième plus grosse maison d'édition au monde. Force sera de constater que là encore, ce métier diffère complètement suivant le secteur dans lequel on l'exerce. Avec Baptiste, on va également parler de l'impact de la crise du Covid sur le secteur culturel et de comment approcher ce milieu qui est réputé assez difficile d'accès. On aura toujours à cœur de vous montrer des exemples concrets sur ce qu'il faut faire et ce qu'il faut vraiment éviter. Je m'arrête de parler, je le laisse arriver et nous on se retrouve juste après comme d'habitude. Merci beaucoup, bonne écoute. Salut Baptiste, Eh ben salut Arthur. comment vas-tu? Tu t'es en télétravail là ou... Eh ben écoute, ça va bien. J'ai fait du télétravail pendant 2 mois et là en fait on est parti dans mon entreprise sur un mix où, on continue de faire en fait 4 jours de télétravail et on nous, donne la possibilité de venir une journée, dans la semaine au bureau pour faire ce qu'on a à faire, pour retrouver aussi un petit peu de contact avec notre équipe, ce qui est quand même pas mal appréciable après 2 mois d'isolement, total quoi. Donc ouais, non, ça se passe bien. Et ça s'est bien passé, il n'y avait pas eu de soucis, notamment techniques. Comment est-ce que tu l'as vécu, ce télétravail? Bah, plutôt pas mal. Enfin, moi, j'ai eu la chance de pas le vivre à Paris. Je suis redescendu, en fait, chez mes parents pour travailler et après, d'un point de vue, bah, purement pro, Hachette Livre, donc l'entreprise où je travaille, enfin, a vraiment, tout fait pour qu'on puisse avoir justement ce télétravail dans de bonnes conditions, qui était pas forcément le cas avant. Pour le coup, le télétravail était pas vraiment, très généralisé, était encore en test chez Hachette et Mmh. pour le coup, les équipes se sont assez démenées pour qu'on puisse aborder, bah, cette période dans des bonnes conditions de travail. Donc du coup, tu travailles chez Hachette Livre, c'est ça? En tant que chef de Ouais, produit? exactement. Alors, je travaille chez Hachette Livre et du coup, dans une des maisons d'édition d'Hachette Livre qui est Hachette Pratique, qui est une, D'accord. maison d'édition donc spécialisée dans les livres pratiques et je travaille là-bas donc en tant que chef de produit et je suis notamment du coup, spécialisé sur les catalogues donc Hachette Heroes. Donc c'est tous les livres, pop culture donc publiés par Hachette Pratique. Je travaille également sur la création d'un nouveau label, chez Hachette Pratique qui s'appelle Le Lotus et l'éléphant, qui est un label, ésotérisme OK. et à côté de ça, j'ai d'autres catalogues mais qui sont un petit peu plus petits. Je travaille notamment sur l'art-thérapie, et sur ce qu'on appelle les millésimes. Chez nous, c'est nos grosses sorties, en fait, typiquement, le Guinness Book des records, ça va être l'Almanach Vermo, le Guide Hachette des vins, D'accord. voilà. OK. Et comment est-ce que tu en es arrivé là, en fait? Du coup, tu as fait une école de commerce et comment est-ce que tu t'es orienté dans ce milieu, en fait, de la culture? Alors c'est un peu particulier parce qu'effectivement donc j'ai commencé, par faire une école de commerce et notamment, bah, du coup, l'ESRN, Oui. après du coup 2 ans de prépa. En fait, très tôt en arrivant à l'école, j'ai voulu justement essayer de raccrocher ce monde culturel sans trop savoir en fait, ce que j'allais y faire. J'avais très, très envie de travailler dans la culture, mais je savais pas du tout, quel type de métier, je pouvais faire en fait, dans ce milieu-là et au cours du coup de mes années en école, j'ai commencé avec un tout premier stage en fait, en télé chez M6, donc rien à voir avec les maisons d'édition pour le coup et dans lequel en fait j'étais intégré au département, relations presse et partenariat. Donc une première expérience que j'ai beaucoup aimée, beaucoup appréciée et en fait, l'aspect partenariat, du poste a fait que j'ai pu, voir en fait, enfin entrer en contact avec, plein d'acteurs différents du monde de la culture français, des maisons d'édition notamment. Ça pouvait être aussi, des distributeurs de films, ça pouvait être, des institutions culturelles, comme, des musées, je pense notamment par exemple au Grand Palais ou à d'autres musées parisiens.
Et du coup, ça m'a vraiment beaucoup plu et de voir un peu ce panorama, en fait, dès le premier stage que j'ai pu faire Mmh. et heu et ça m'a aidé, du coup, à cerner un petit peu, des contacts clés, comment ça pouvait se passer, dans ces milieux-là et voilà et voilà et en fait, j'ai continué, dans la télé, pendant ma césure et à la fin de ma césure, j'ai eu envie de bouger, d'aller voir d'autres choses. Moi, il y avait un domaine qui me passionnait, qui était le monde des jeux vidéo, en fait, Ouais. parce que je suis joueur depuis très, très longtemps et voilà, et j'avais envie un peu de raccorder, ce que j'avais pu apprendre, en télé en termes de mécanique de métier et notamment sur le tout dernier stage que j'ai fait, en télé, donc qui est un stage chez Lagardère Active. Je travaillais pour Gulli et pour Canal J et TJ et je faisais du licensing. Donc en gros, on vendait la marque Gulli, la marque Canal J, la marque TJ à des partenaires et eux, en fait, créaient des produits, dérivés du coup de ces marques-là. Donc ça, c'était un métier qui pour le coup m'avait beaucoup, beaucoup plu et j'ai décidé que, j'allais, essayer de faire ce métier-là, donc dans une industrie qui me plaisait, qui me parlait moi en tant que joueur, en tant que consommateur de ces contenus-là. Et c'est pour ça que je me suis tourné, du coup, pour mon stage de fin d'études vers Ubisoft, où du coup j'ai décroché un poste à la filiale France d'Ubisoft en licensing, où j'étais un petit peu partagé en fait entre, d'une part, je travaillais avec un de mes boss du coup sur du licensing, on va dire classique, où on allait voir plusieurs entreprises pour leur vendre les différentes marques d'Ubisoft, donc Assassin's Creed, les Lapins Crétins notamment, il pouvait être d'autres, Far Cry, The Division, etc. Et de l'autre côté, je travaillais également avec 2 autres personnes, sur une partie un petit peu plus spécifique du licensing qui était le publishing. Donc publishing, bah, c'était entretenir en gros les marques d'Ubisoft à travers des contenus narratifs et des contenus narratifs du coup, bah, d'édition, enfin publier, enfin des livres quoi, tout simplement, qui prenaient différentes formes. Donc on avait, grosso modo 2 façons de gérer la chose, chez Ubisoft à ce moment-là. Il y avait d'une part, en fait, la maison d'édition, d'Ubisoft qui était intégrée à Ubisoft qui s'appelait Les 2 Royaumes, qui créait des bandes dessinées dérivées du coup des marques d'Ubisoft et de l'autre côté, on avait aussi une activité donc de licensing où on allait voir des éditeurs et on leur vendait du coup les marques d'Ubisoft pour qu'eux puissent créer du contenu dérivé de ces marques et il faut savoir en fait que la spécificité du publishing par rapport au licensing classique, c'était qu'était intégré à l'équipe licensing publishing un éditeur qui en fait gérait le contenu du coup éditorial, qui s'occupait de l'approbation et de la gestion du contenu éditorial, qui était à la fois publié chez les partenaires et également qui était publié du coup en interne via la maison d'édition d'Ubisoft. Donc voilà un OK. petit peu comment j'ai commencé à toucher au publishing. Et suite à ce stage, en fait, j'ai été embauché chez Ubisoft, Ouais. donc sur une mission de 6 mois pour essayer de continuer de développer donc l'activité publishing d'Ubisoft. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, au moment où je suis arrivé, la maison d'édition était un petit peu sur le déclin et du coup a fermé ses portes. Donc la maison d'édition interne, Les 2 Royaumes. Donc l'intégralité de l'activité après et publishing est passée en licensing, donc a été externalisée en fait. Donc voilà, depuis, je crois qu'Ubisoft a signé d'ailleurs un partenariat avec Glénat, pour continuer du coup l'édition de bande dessinée et heu donc mon poste en fait chez Ubisoft a tout simplement, disparu ou était complètement, hem, enfin s'est complètement transformé et donc moi au moment en fait où ce poste-là a disparu, heu, je suis parti d'Ubisoft et j'ai intégré en fait un des éditeurs, avec qui je travaillais et qui était donc un des partenaires, d'Ubisoft, qui est donc Hachette Pratique et notamment du coup Hachette Heroes, à qui, du coup je vendais des droits, les droits des jeux vidéo d'Ubisoft et où je me suis retrouvé à vendre, du coup les licences d'Ubisoft au sein de cette maison d'édition-là, mais du coup, directement maintenant au lecteur. D'accord, OK, bah, c'est assez logique, en fait, comme parcours. C'est plein de rebondissements. En fait, c'est ça qui est assez rigolo, c'est que c'est un parcours, c'était pas du tout prévu. C'est un parcours d'opportunité et en fait, dans ce milieu-là, c'est Ouais, difficile et c'est assez rigolo parce que donc du coup, j'ai fait un master en fait, spécialisé donc à l'ECN en management de projets culturels et c'est ouais. très rigolo parce qu'il y a beaucoup des gens d'ailleurs, j'en fais
un gros coucou à tous ces gens-là qui étaient dans ce master cette année-là. Il y a beaucoup de gens qui ont eu un peu ce parcours-là d'opportunités, qui ont commencé à un endroit, qui ont fait un CDD, voire un deuxième, voire un troisième dans une autre boîte, et en fait qui ont rebondi petit à petit vers après des postes, on va dire aussi plus stables, Mmh. et qui leur plaît aussi beaucoup. Mais c'est vraiment ces parcours-là de rebondissement en rebondissement, toujours un peu géré quand même en essayant d'aller aussi vers des postes qui nous plaisent et des secteurs qui nous passionnent. Ouais. Mais c'est toujours un peu comme ça, parce que c'est hyper compliqué d'avoir une carrière très construite et très planifiée Mmh. dans ce monde-là qui est incertain et oui, et fait d'opportunités et de changements. Oui, je suis d'accord avec toi. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de quitter le monde de la télé d'ailleurs, pour aller directement en fait celui dans celui du jeu vidéo, puis après dans celui du livre en fait, c'est vraiment par ta passion du jeu vidéo ou il y a eu un autre élément déclencheur? Totalement, c'est uniquement, enfin le parcours que j'ai eu, c'est uniquement, comment dire? C'est un parcours de passionné en fait, avant tout parce que enfin je dis le parcours que j'ai eu, il y a encore, beaucoup à faire, mais c'est vraiment un parcours de passionné dans le sens où, je me suis approché de la télé parce que j'étais passionné d'audiovisuel. Je suis un gros cinéphile, j'ai toujours, voulu voir comment ça se passait en fait, comment les métiers de la production, agissaient, comment ça se passait, en télé pour créer une émission de télé, enfin il y a aussi le côté, journalistique qui m'intéressait énormément, mais depuis toujours, ça fait vraiment depuis très, très longtemps et donc je suis arrivé en fait dans la télé, via cette passion-là. Heu, Finalement, enfin, au fil des stages, enfin, j'en ai quand même fait 3 en Ouais, télé et 2 au sein du groupe M6 et au fil des stages, je me suis quand même aperçu que la télé, c'était un monde quand même un peu particulier, qui est un monde aussi très politique. Enfin, j'avais pas envie d'évoluer, toute ma vie ou voilà, de construire mon début de carrière, en tout cas dans ce monde-là, et je voulais aller vers quelque chose aussi qui me ressemblait un peu plus. Donc c'est d'accord, pour ça, en fait, que j'ai décidé de bouger. Après, il y a quand même ce stage que j'avais fait, du coup, chez Lagardère, Active, qui a vraiment été génial parce qu'il m'a ouvert, en fait, vers un métier que, pour le coup, j'affectionne, complètement et que je pourrais enfin, sur lequel je pourrais, totalement, revenir. Donc qui est le métier de chargé de licensing ou de tous les métiers qui touchent aux achats et aux ventes de droits. Parce que je trouve ça, vraiment passionnant, quoi. Et hem et heu et voilà, mais du coup, j'ai voulu, ensuite aller vers les jeux vidéo parce que ça me ressemblait plus, parce que c'est aussi une passion que j'avais, c'était aussi, je suis quelqu'un d'assez curieux, donc c'était aussi, une volonté de découvrir d'autres choses avant la fin de l'école, et de pas forcément, du coup, rester dans ce carcan, télévisuel. Donc voilà et j'ai bien fait parce qu'effectivement, enfin, aujourd'hui, mon expérience chez Ubisoft, c'est vraiment, enfin, peut-être la meilleure expérience que j'ai eue, je veux dire l'expérience complète, donc stage plus emploi. Ça a vraiment été, génial, j'ai rencontré beaucoup heu, de gens, top, que ça soit d'ailleurs chez Ubisoft ou à l'extérieur. Les partenaires avec qui je travaillais, Hem, c'était vraiment des super rencontres et j'ai jamais autant, justement développé, mon réseau professionnel que là-bas. que à travers ces expériences-là. Ah vraiment. Mmh. D'accord. Et du coup, si on reprend maintenant ton métier actuel chez Hachette Livre, chez Hachette Ouais. Pratique, qu'est-ce que tu fais, concrètement en tant que chef de enfin, est-ce que tu peux nous donner une définition générique pour toi de chef de produit? Parce que j'ai remarqué que ça diffère beaucoup suivant si on est dans le secteur agroalimentaire ou le secteur du luxe ou le secteur de la tech. Et qu'est-ce que toi tu y fais concrètement en fait comme, journée type, par exemple? Exactement. Bah, c'est vrai qu'un chef de produit, en fait, ça veut tout et rien dire. Parce que moi, dans mon esprit, par exemple, quand j'étais chez Ubisoft, un chef de produit, c'était quelqu'un qui était uniquement, dirigé vers le joueur, quoi, vers le consommateur. Mmh. Dans le sens où, chez Ubisoft, par exemple, un chef de produit, c'était uniquement un espèce de grand chef d'orchestre heu, de la promo et de l'image de marque,
de là ou des marques dont ils pouvaient s'occuper. Dans l'édition, c'est complètement différent et ça diffère en fait, encore, selon les maisons d'édition. Chez Hachette, il y a une, tradition, de groupe qui fait que le chef de produit est en fait, enfin gère en fait 2 aspects hyper importants de du cycle de vie d'un produit. Il y a d'une part sa commercialisation. Le chef de produit, il doit, s'occuper bah, de la bonne commercialisation, de la bonne mise en place, du produit, dans les magasins. Ouais, En gros, il est en contact avec, les, les équipes commerciales du coup du groupe Hachette, pour faire en sorte, de mettre en avant, les livres produits du coup par sa maison d'édition, dans les magasins, dans les grandes enseignes, dans les librairies. Heu, voilà, donc ça passe en fait par un gros travail, de trade marketing. En gros, le chef de produit, c'est aussi un responsable, trade marketing pour ses catalogues. Donc il y a, une gestion, d'OP qui est ultra importante, hem, notamment, une gestion d'OP, pour, les grosses enseignes. Heu, donc ça va être gestion de PLV, ça va être discussion avec les enseignes, d'opérations, digitales ou retail via, je sais pas, par exemple des primes ou de l'affichage en magasin, enfin ça peut être plein de choses quoi, des événements dans les magasins et cetera. Donc il y a vraiment cette partie trade qui prend beaucoup de temps, où on est vraiment, en contact avec, justement ce côté, commercial et de l'autre côté ça c'est quelque chose qui tend en fait à se développer de plus en plus à mesure, qu'on avance dans le temps, chez Hachette. Donc le chef de produit, il est aussi maître de, la promotion, de son catalogue auprès du coup des lecteurs. Et je dis que ça prend en fait de plus en plus de temps pour les chefs produits, tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a aussi une, grosse partie des ventes de livres qui commencent à se faire en ligne, qui commencent aussi à se faire, via le bouche à oreille sur internet, via les influenceurs, via et cetera, via tous ces canaux-là. Et en fait, c'est le chef de produit qui, s'occupe de tout ça aussi, quoi. Donc on a vraiment un spectre, de missions qui est très, très large, entre justement ce côté trade et ce côté, promo. Donc le côté promo, ça peut aller effectivement de l'organisation d'événements. Moi, par exemple, tous les ans, j'organise pour Hachette Heroes, la présence d'Hachette Heroes, à la Comic Con, peut-être dans d'autres salons, à l'avenir, quoi. Donc c'est la promotion aussi, donc digitale, via des campagnes influenceurs, via tout ce qu'on peut faire en affichage digital, classique, quoi, les réseaux sociaux et cetera. Ça peut être, via des campagnes de pub, enfin on peut imaginer, énormément de choses, quoi. Donc voilà, il y a vraiment ces 2 facettes du métier de chef de produit, chez Hachette. Il faut savoir aussi que, c'est un métier où on a beaucoup les mains dans le cambouis. Dans mon cas, on est donc 2 chefs de produits, qui travaillons sur, à peu près, 400 titres par an. Donc on a, 200 titres, grosso modo, hein, dans notre catalogue, chacun. Et en fait, on est assisté donc du coup dans notre équipe, on a notre, responsable marketing. On a une assistante marketing qui nous assiste notamment pour toute la partie commerciale et on a après une alternante, qui est CM, qui est community manager. Donc on a une petite équipe pour quand même un nombre de produits qui est assez énorme. Donc on met, beaucoup les mains dans le cambouis quoi pour, dans l'opérationnel, au quotidien. OK. Et toi, qu'est-ce que tu préfères? Alors moi, immédiatement, comme ça, et du coup, c'est pour ça que cette année va être un peu triste. Il y a, évidemment le côté événementiel, moi, que j'ai en fait, que je connaissais un petit peu parce que, j'en ai fait un peu en RP justement chez, M6. Mais il y a le côté, évidemment, enfin événementiel, organisation d'un stand, sur un grand salon, ça enfin j'adore d'être au contact aussi direct avec les lecteurs, c'est vraiment avec les lecteurs, les auteurs, enfin, c'est vraiment un vrai plaisir, pour moi, quoi. Donc ça, c'est une mission, moi, que j'adore, réaliser. Après, il y a aussi un côté, très, 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 innovation, dans notre, métier, dans le sens où on progresse aussi enfin, on évolue aussi avec les canaux de communication. Donc, quand on peut, créer des plans, de communication, ou des plans marketing qui, impliquent des nouveaux usages,
qui impliquent, de nouvelles formes de marketing ou de communication. Moi, c'est quelque chose qui me plaît aussi, énormément et l'autre chose aussi dont j'ai pas parlé quand je parlais du métier, mais c'est Ouais, que le marketing, en fait, a une place, hyper essentielle dans l'éditorial notamment chez Hachette Pratique. Où en fait, il faut savoir que l'équipe marketing participe à toutes les réunions éditoriales de notre maison d'édition et du coup, forcément, on a un impact, sur ce qui peut sortir, d'un point de vue éditorial, ouais. et on peut donner nos idées et ça, c'est super chouette. C'est vraiment une force, qu'on a dans cette maison d'édition et c'est vraiment un moteur aussi d'innovation. C'est-à-dire que n'importe qui peut arriver. Alors, notamment au marketing, on a ce rôle, aussi d'approbation, heu, des contenus qui peuvent être développés. Mais de manière générale, dans la maison d'édition, n'importe qui peut arriver avec une idée et que cette idée soit développée ensuite, heu, enfin voilà et fasse l'objet d'un ouvrage. C'est totalement possible et ça, c'est pour le coup quelque chose qui me plaît énormément aussi. Mmh. Oui, bah, bien sûr, je vois que tu te sens plus impliqué, tu te sens, plus, concerné aussi, Exactement et également, dans les, canaux de distribution qu'on peut développer, il y ouais. a, évidemment, une volonté de notre part d'aller au-delà, des canaux, classiques qu'on peut utiliser, de faire des partenariats avec d'autres entités et la recherche de ces canaux-là et l'entretien de la relation commerciale avec ces canaux est évidemment aussi quelque chose qui m'intéresse énormément. D'accord. Donc il y a beaucoup de choses qui te plaisent beaucoup dans ton métier. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes un petit peu moins? Ça peut être rien, hein, c'est possible. Alors, ça tient plus, mais c'est plus quelque chose que je pense qui tient aussi aux grosses entreprises. En fait, il faut savoir que chez Hachette, donc les maisons d'édition fonctionnent de façon indépendante. Ouais, Mais, on se base aussi pas mal sur du coup les grosses fonctions de support du groupe Hachette, notamment concernant heu, la distribution diffusion, notamment, tout ce qui est IT, et cetera. Et parfois, c'est vrai que, enfin, on a les avantages et les défauts d'avoir cette, dynamique de gros groupe. C'est qu'il y a, parfois, des rigidités dans les choses qu'on aimerait développer. Donc il y a beaucoup de normes à intégrer et à respecter. Donc parfois ça peut ralentir un peu la chose, parfois ça peut créer aussi des tensions. Donc ça, mmh, c'est plus quelque chose, moi, qui me plaît un peu moins. ouais. Voilà, mais après sinon, le métier est tellement vaste que, même si on a des missions qui nous paraissent moins intéressantes, on se rattrape vite, en fait, avec énormément d'autres tâches qui sont pour le coup, ultra passionnantes. Mmh. Non, je vois très bien ce que tu veux dire, c'est un peu, hein, l'éternel combat entre les grandes entreprises et les plus petites qui sont peut-être un petit peu aussi plus souples. Ouais, Heu, exactement. Si tu dois donner aujourd'hui un conseil à un ou à une étudiante qui recherche un stage, une alternance ou un premier job en fait dans le secteur culturel, qu'est-ce que tu donnerais aujourd'hui? Sachant que, la période fait qu'elle est un petit peu, que c'est un petit peu particulier quand même. Ouais, c'est très, très particulier, c'est très, très chaud, notamment dans ce secteur-là parce que, c'est un secteur qui est ça dépend, hein, de quelle partie du secteur on parle, mais c'est un secteur qui est un peu, qui a beaucoup subi, la crise du covid, notamment, tout ce qui est spectacle vivant, ce qui est production du visuel, c'est très, très compliqué en ce moment. Dans le livre, on en a souffert, évidemment, enfin, on a fait moins de ventes, les libraires étant tous fermés, quoi. Mais enfin, ça va, c'est pas le secteur, culturel le plus, touché, de toute la culture, donc voilà. Après effectivement, il y a beaucoup d'embauches et que ça soit en stage ou en premier emploi, qui sont gelées. Mais moi je dirais quand même que la solution la plus simple pour, entrer dans ce milieu-là, c'est tout simplement, poser des questions aux gens qui y sont.
C'est pas en fait, c'est malgré ce qu'on pense, il y a beaucoup de gens qui travaillent, même indirectement dans le secteur de la culture ou avec le secteur de la culture, parce que c'est un secteur qui est très, très vaste en France. Et je pense qu'il faut pas hésiter à se rapprocher de ces gens-là, si on les connaît bien sûr. Je trouve ça toujours un peu, enfin même si on les connaît pas, si on arrive avec, des bonnes intentions, je pense que c'est toujours bien du coup d'aller parler, aux gens qui travaillent directement, dans ce secteur-là, en le faisant toujours avec du tact, hein. Mais il faut pas hésiter en tout cas et voilà, il faut pas hésiter à demander, même pourquoi pas demander un petit coup de pouce, si on voit que le courant passe bien. Voilà, après, il faut aussi se dire, je pense justement, dans la culture et notamment via ce qu'on disait tout à l'heure avec ces carrières qui rebondissent un peu d'un poste à un autre, d'un mini secteur à un autre et cetera. Je pense qu'il faut pas hésiter à aller dans le secteur, de la culture, quitte à choisir même un secteur qu'on aime bien. Par exemple, je sais pas, si on a envie d'être chef de produit dans l'audiovisuel, peut-être qu'il faut d'abord cibler l'audiovisuel ou cibler le métier chef de produit, dans la culture et ensuite, une fois que même si on n'a pas, directement le poste de chef de produit dans l'audiovisuel, ensuite essayer de rebondir justement, jusqu'à, aller vers ce poste-là. Mais je pense qu'il faut être patient. C'est pas quelque chose de toute façon qu'on peut acquérir, directement. C'est enfin, il faut développer son expérience, faut être patient, faut entretenir des liens avec aussi beaucoup de gens. Enfin, il y a c'est aussi ultra nécessaire dans ce milieu-là. Mais, en tout cas, je pense que le la clé, c'est le social, hein. C'est de discuter aux gens qui sont dedans et petit à petit, ça viendra. Ouais, d'accord. Ouais, mais t'as raison en fait, hein. Je suis d'accord que le relationnel c'est super important et puis le fait de d'oser en fait aller parler aux gens, c'est quelque chose qui est peut-être pas assez, comment dire, développé. Ouais et en même temps, il y a un truc, moi je que sur lequel j'aimerais un peu, mettre en garde, justement les Ouais. gens. Je vais dire, notamment, via une anecdote que j'ai, quand j'étais, chez Ubisoft. Donc j'étais en poste chez Ubisoft et je reçois dans ma boîte, LinkedIn, un message, d'une jeune femme qui me demande: «Ah, j'ai vu que tu étais Ubisoft», que je connais pas, tu vois? «J'ai vu que tu Mmh. étais chez Ubisoft, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? J'aimerais bien rejoindre la boîte, machin». Donc je dis: «OK, tu vois, sympa, enfin pourquoi pas, voilà». Et en fait, je m'aperçois qu'au moment où je lis ce ce message, il y a peut-être bien, une demi-douzaine de personnes à mon étage qui ont reçu exactement le même message copié-collé de la personne OK, et qui en fait force et ça, c'est exactement ce qu'il faut pas faire. d'accord. Faut vraiment avoir cette patience de, je sélectionne, la bonne personne à qui aller parler, j'essaie de discuter avec elle, machin. Si voilà, si je peux pas en tirer davantage ou quoi, je vais voir ailleurs, mais j'envoie pas un message, «groupé», tu vois? Entre guillemets à 10 personnes, dans qui sont, dans le même périmètre, dans le même open space et avec le même message copié-collé et voilà. Parce que ça, D'accord. ça arrive et ça pour le coup, c'est grillé direct, quoi. Mmh. Ça va pas du tout. Donc faut vraiment avoir cette patience et ce tact, heu, Mmh. qui est ultra important. Faut aussi savoir que voilà, enfin, c'est un secteur où, tu as beaucoup de gens qui sont des gens qui sont ultra passionnés, donc il y aura des points communs. Enfin, si vous êtes passionné par un domaine et que vous allez voir quelqu'un qui travaille dans ce domaine, la passion et l'intérêt que vous allez avoir en commun aussi fera beaucoup de choses. Donc encore une fois, faut cultiver ça, faut être patient et voilà. Et faut pas forcer. Ah oui, oui, sacrée anecdote en effet, Baptiste. Je pense que tu as complètement raison. Tout doit être dans la mesure, dans l'éducation et je pense qu'il y a carrément un très bon équilibre à trouver, à savoir trouver entre le fait de d'oser et le fait de le faire, intelligemment, Ouais, avec du tact, de la retenue ouais, aussi c'est très et voilà. c'est ouais, c'est du tact. C'est du tact et de l'éducation par rapport à ça, quoi. Mais après, si vous respectez ça, tout ira bien.
Voilà, exactement. Et j'ai une petite question aussi pour conclure cette interview. C'est quelque chose que je pose à tous mes invités. Si tu as un seul message à faire passer dans ce podcast, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être en rapport avec ce que tu as dit avant, mais ça peut être vraiment ce que tu veux. Tu choisis quoi? C'est dur ça. Non, je dirais, tout simplement soyez curieux et on a la chance en France d'avoir un tissu, culturel qui est en fait, la une des plus belles choses, que l'industrie et que le Mmh. tissu économique français puisse, héberger. Donc simplement soyez curieux, lisez des livres, regardez des films, même des films français, hein, il y en a qui sont bien. Soutenez, les petits créateurs, les petits auteurs aussi, français. C'est super important de qu'on garde justement cette place, de pays, culturellement, important aux yeux du monde. Enfin, je dis pas ça dans une logique, c'est pas, culturellement, Mmh. politiquement, important, c'est vraiment, qui apporte de la richesse culturelle au monde entier, quoi. Et voilà, donc essayez de cultiver ça, hésitez pas, si vous êtes intéressé justement par le monde de la culture, à aller aussi vers des entreprises françaises. On a la chance quand même d'avoir, un éditeur de jeux vidéo qui est dans le top 5 des éditeurs, mondiaux. Hachette, c'est, si je dis pas de bêtises, le troisième groupe, Mmh. d'édition, dans le monde, alors que c'est essentiellement une maison d'édition, enfin un groupe d'édition qui publie en français. Enfin voilà, on a énormément de chance d'avoir, ces acteurs, culturels-là en France. Donc soutenez-les, soutenez aussi les plus petits et voilà. Bah, merci beaucoup Baptiste, merci pour ton message, merci pour ton temps, merci pour, toute l'interview avec, dans Le Petit Explorer et écoute, on va se dire à très bientôt. Bah, merci à toi, c'était un plaisir. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que les conseils de Baptiste vous seront très utiles, notamment tout ce qui se rapporte à la patience et au tact. On l'aura bien entendu dans son anecdote. Le but du jeu étant de vous faire réduire ces erreurs afin que vous puissiez vous démarquer de tous les autres candidats avec brio et finesse. Voilà, le secteur de la culture étant réputé comme assez compétitif, si ce n'est très compétitif, j'espère que cet épisode vous aura particulièrement intéressé et n'hésitez pas à nous faire des retours. On en est toujours très preneurs. Merci pour les nombreux messages que vous m'envoyez à chaque podcast. N'hésitez pas non plus à mettre des commentaires sur les liens Facebook, Instagram ou LinkedIn. Les intervenants, je pense que ça leur fait très plaisir de voir de visu tous les retours qu'ils suscitent. Et pour celles et ceux que ça intéresse, on est également présent sur Instagram avec le nom Le Petit Explorer, où nous allons poster des résumés des podcasts déjà passés jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, n'hésitez pas du tout à en parler autour de vous. Vous avez sûrement dans votre entourage proche une personne que ça pourra intéresser. Je vous dis une dernière fois merci. Je vous souhaite une très belle soirée et j'ai trop hâte de vous retrouver la semaine prochaine dans un nouvel épisode du Petit Explorer. Au revoir.